Alors tout d'abord, merci pour cette présentation, hein, présentation orale qui, je dirais, permet d'éclaircir, de mettre en regard, hein, des éléments complémentaires par rapport au dossier écrit. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport, un dossier écrit, quand je l'ai vu arriver, je dois dire que je me suis demandé s'il manquait pas un fichier, puisque en géographie, on a plutôt des HDR qui vont faire 200-250 pages rien que pour le volume inédit, et un CV plutôt sur 50 pages. Donc ici, on a 36 pages, plus 12 pages d'annexes particulièrement bienvenues, participation au projet de recherche, liste des publications et des encadrements de master en particulier. Donc l'autre point, et ça correspond à la dernière diapositive, c'est vrai qu'une habilitation permet de remettre en perspective l'ensemble des éléments de la carrière du candidat, et que, en l'occurrence, il n'y avait absolument aucune information sur l'enseignement. Or, bien sûr, l'enseignement consiste pour partie à des encadrements de master, de futurs ingénieurs, mais il n'empêche que il y a forcément des allers-retours qui existent entre les choix qu'on peut faire en termes d'enseignement et ce que l'on va, au fil, hein, je dirais, des recherches qu'on peut être amené à faire. Donc c'est dommage que ce ne soit pas plus creusé malgré tout. Alors de manière générale, je ne vais pas reprendre mon rapport, je dirais que plusieurs points sont sans doute à souligner dans le dossier. Tout d'abord, une certaine appétence pour la modélisation spatialisée qui n'est pas à caractère spatialisé vu par les géographes, puisqu'on n'a pas de carte en tant que telle. Ça passe plutôt par la construction de graphes d'acteurs ou éventuellement plutôt la construction de typologies, ce qui est toujours intéressant, hein. C'est vrai que sur l'agriculture urbaine, des typologies, moi-même j'en connais, il y en a 6 ou 7 qui existent, hein, qui reprennent les mêmes éléments et en tournant la moulinette un petit peu différemment. Et cette appétence pour la modélisation spatialisée, je pense qu'elle est importante, en particulier dans des domaines de recherche qui sont particulièrement complexes, qui renvoient à des logiques transversales avec une diversité d'acteurs, ce que l'on a notamment dans le monde de l'agriculture urbaine. J'évoquerai surtout ce point-là. Ce qui est intéressant, donc, c'est en parallèle que cette agriculture urbaine, hein, dans le dossier, il est mis en avant qu'elle est surtout abordée en région parisienne, francilienne, en Europe, aux États-Unis. Là aussi, je me suis interrogée. Europe et États-Unis ne sont pas vraiment mis en avant. Alors, dans le dossier écrit, plus à l'oral, notamment l'Europe, hein, le dernier projet en cours. Je me suis posé la question de votre implication, je dirais, dans ces différents terrains. Est-ce que ça consiste justement plutôt à du suivi d'étudiants, de thèses, etc., qui vont eux-mêmes se rendre sur les différents terrains, ou un investissement personnel par rapport à ces différents terrains plus ou moins lointains, un certain nombre plutôt lointains d'ailleurs. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée. Et ça pose donc la question aussi de la modalité concrète de participation dans ces réseaux de recherche multiniveaux. Alors, dans les bureaux d'études d'AgroParisTech, ça paraît évident. Pour les autres, notamment les laboratoires de recherche internationaux, au-delà de dire je participe, voilà, en quoi ça consiste et comment cette participation, dans quelle mesure cette participation, elle va aussi avoir des incidences sur et les thématiques de recherche et aussi
en particulier les méthodologies mises en œuvre, en sachant que c'est aussi un apport important, hein, je pense, cet élargissement pluridisciplinaire, élargissement pluridisciplinaire qui conduit à une acculturation méthodologique avec, je dirais, un éloignement sans doute quand même hein, assez important des méthodologies en agronomie pure, entre guillemets, euh, vers des méthodologies plus à caractère sciences sociales, euh, avec la mobilisation donc des entretiens, mobilisation d'entretiens semi-directifs en particulier, avec des méthodologies de sciences des gestions, mais comment finalement, là aussi, quels sont les apports concrets, plus pratico-pratiques, je dirais, de cette interpénétration méthodologique. De même, dans un des tableaux qui était présenté, page 23, sur les services socio-économiques, socio-culturels que peut apporter l'agriculture urbaine, il y a tout un travail d'exploitation de l'état de l'art hein, dans ce domaine, hein, plus largement hein, de la durabilité de l'agriculture urbaine, bien, approche bienvenue, hein, intéressant, vraiment instructif hein, comme travail. Mais est-ce qu'il ne manque pas dans ce travail une question, une entrée sur l'acceptabilité de cette agriculture urbaine? C'est jamais, vous parlez beaucoup d'acteurs, hein, vous parlez finalement des bénéficiaires, hein, des méthodologies qui peuvent être mises en place, mises en avant, notamment des acteurs plutôt administratifs, des collectivités, des porteurs de projets, enfin des porteurs de projets aussi éventuellement, mais qu'en est-il finalement de la société civile? Quelle acceptabilité de cette agriculture urbaine pour des populations, par exemple dans des quartiers qui vont voir se réactiver, peut-être, je pense à Nantes en particulier, hein, se réactiver des fermes, ce qui va générer des flux, ce qui va générer éventuellement la construction de serres en plein milieu de ville, hein, d'une ville. Donc c'est, je pense, peut-être un point sur lequel j'aimerais bien justement vous entendre en particulier. Pour continuer, c'est aussi votre implication importante et de plus en plus importante au fil du temps en termes de bibliographie, bibliométrie, hein, pour repartir dans du plus classique, hein, dans ce type de présentation. Vous évoquez donc quand on prend les 5 dernières années, qui sont celles qui sont souvent mises en avant, justement, hein, dans le cadre d'une HDR, on arrive à cette bibliographie, 12 ACL, 10 communications dans des colloques, 4 dans le même colloque à Potsdam, 4 chapitres d'ouvrages, 18 rapports de recherche. Il y a eu un vrai investissement euh, important, hein, mais là aussi, hein, avec quelle implication individuelle. Et c'est que cette support de vulgarisation, et il y avait un petit schéma, un petit dessin qui en a parlé rapidement, hein, euh, une vraie originalité hein, quand on parle de travaux scientifiques et finalement comment les mettre à disposition du grand public, ce qui est quand même pas simple en général, hein, avec cette publication Terrix City à la découverte de l'univers caché de votre asset, un e-book interactif en ligne, hein, aussi traduit en anglais, très pédagogique, que je suis allée regarder, je dirais, j'étais curieuse, je trouve que c'est très intéressant. Quand, quand- sur l'encadrement des étudiants, là aussi une vraie richesse avec, je dirais, je suis désolée pour vous, hein, pour la thèse, je pense que
pourrait trouver quand même un autre doctorant à un moment donné, en sachant que c'est de plus en plus compliqué, éventuellement aussi, à financer ce type de démarche, même dans sur des sujets particulièrement porteurs, hein, comme l'essor, le développement de l'agriculture urbaine dans les villes, à trouver des collectivités, par exemple, ou autres, pour financer ce type de démarche. C'est vrai que c'est très compliqué. Pour terminer, pas aller trop prendre trop de temps, heu, même si, donc en tant que géographe, le terme de territoire, c'est vrai que c'est un terme qui est, très, complexe à utiliser, à se saisir, hein, dans un des dictionnaires de géographie, à l'item territoire, vous avez 9 définitions différentes, donc c'est pas simple. Mais je pense que, la manière dont vous en parlez, c'est plus de l'espace que du territoire, dans le sens où j'en vois pas trop l'appropriation, de cette, agriculture, par les acteurs en tant que tels. Donc ce que vous évoquez, en particulier, heu, on a, un vrai enjeu, pour cette appropriation, hein, de l'agriculture urbaine et on n'a pas forcément, comment dire? On ne sait pas forcément exactement, quels sont les supports qui vont être, mobilisés, en particulier, pour aller peut-être plus loin que, l'agriculture urbaine, à l'échelle de l'exploitation des parcelles, puis de l'exploitation. Je ne sais pas trop, est-ce que, il est prévu justement d'intégrer dans la réflexion l'environnement urbain? Quand vous parlez de quartier, comment, de quartier, d'analyse à l'échelle du quartier, comment vous allez, aborder cette, analyse? Est-ce que ça va être, aussi, avec un appui en termes de modélisation cartographique? Comment mobiliser des sources à cette échelle, hein, qui est une échelle moyenne, hein, mais avec une diversité, d'acteurs finalement dont il faut avoir, les opinions en particulier et comment restituer donc justement ce travail. Et enfin sur la question de l'eau, son partage, la qualité, la disponibilité, c'est vrai que, là aussi, dès qu'on parle de l'eau, éventuellement, il y a cette échelle du bassin versant qui peut être intéressante. Si on veut, justement faire ce lien, croiser, l'utilisation de l'eau potable, hein, qui est utilisée en ville, elle vient aussi, d'une échelle, différente, hein. Il suffit de voir le projet, à Rennes, hein, Terre de source qui met bien en évidence cet élargissement obligé, hein, de la réflexion quand on parle de l'entrée de l'eau. Comment prendre en compte aussi, quand on parle de l'eau, la diversité des profils de ces agriculteurs urbains, de cette diversité des formes urbaines et notamment cette, agriculture, indoor en, en particulier. Heu, Avec une question piège, vous l'aviez évoqué sur une des premières diapositives, ce lien culture-élevage, je terminerai là. Une question «piège» entre guillemets pour, une agronome peut-être, hein, quitte de l'élevage en ville, en regard de son entretien de l'espace, de la biodiversité. Sur Nantes, on a une race, hein, sur laquelle je travaille un peu moi aussi, qui est la vache nantaise. En plus une vache et non pas des ovins ou des bovins, donc comment, là aussi, intégrer l'élevage dans toutes ces, réflexions? Mais bon, j'ai pris très grand plaisir à la fois à lire, hein, le dossier et surtout à vous écouter aussi. Vous mettez un dynamisme certain. Merci. Alors, je vais essayer de me souvenir, ça ressemble un peu au concours, j'aurais dû prendre des notes en fait. Ça ressemble un peu aux émissions où il faut se retenir toutes les questions et toutes les réponses. Voilà, Non, il n'y a pas obligation de exactement. répondre à tout, hein, non, pas du tout. Alors, sur la partie enseignement, en fait, ce qui se passe, c'est que les consignes qui m'avaient été données, c'était: «On ne parle pas d'enseignement dans un rapport de HDR».
Donc moi, j'ai pas mais oui, bah, tout le monde me dit non après, mais moi, quand on j'ai demandé, on m'a dit, «Pas d'enseignement». Donc effectivement, donc voilà, je fais un mi-temps d'enseignement, donc comme, chaque enseignant-chercheur, hem et comme je suis enseignant-chercheur, un mi-temps d'enseignement, c'est un peu plus que ce que ça devrait être. Mais voilà, donc effectivement, je en fait, je valorise pas mal la partie recherche, dans des cours j'allais dire individuels, des cours identifiés, typiquement, j'interviens en 2e année, sur, sécurité sanitaire. Donc j'y pose la question de l'agriculture urbaine et de la sécurité sanitaire. Je leur expose un peu les résultats qui existent, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, comment on fait. La partie, gestion de l'eau, en fait, je fais un cours sur maraîchage en zone méditerranéenne. Donc je parle aussi un peu agriculture urbaine, tout ça, parce que je suis surtout urbain à ce niveau-là, hein, plutôt. Voilà. Et puis donc la 3e année, évidemment, on est vraiment dans des thématiques, là, j'interviens sur, dans la dominante qui s'appelle, ingénierie des espaces utilisés en ville, qui changera de nom, d'ici l'année prochaine, quand elle rouvrira. Voilà, ça c'est dit. Non, mais c'est la dominante ferme, cette année. Donc du coup, voilà, donc il y a pas mal d'échanges là-dessus, sur la partie bon voilà, sur la partie enseignement et puis, bah, donc j'ai la chance aussi d'avoir, régulièrement des étudiants qui viennent me voir en disant, «J'ai vu dans l'annuaire que vous étiez sur l'agriculture urbaine, je voudrais faire un stage». Voilà, ou alors des collègues, gentiment qui me renvoient des petits messages en me disant: «Tiens, j'ai été contactée par, une étudiante qui voudrait faire un stage». Suivez mon regard. Et donc, voilà, donc c'est pareil, là, et là, c'est l'occasion à la fois aussi donc de trouver soit des sujets qui nous intéressent, de mobiliser des collègues, soit, de l'UMR, soit, des collègues européens, de renvoyer et à l'inverse, c'est aussi, l'occasion dans les projets européens d'accueillir des étudiants étrangers pour les encadrer. C'était le cas des 2 Italiens, en fait, dans le cadre du projet Foodie. J'ai, donc accueilli et j'ai dû, trouver un sujet et après le sujet que j'avais trouvé n'était pas assez technique pour le collègue, italien. Donc il a fallu trouver un sujet plus technique, hein, plus, système de culture. Donc on a changé un peu les thématiques, mais voilà. Donc c'est ça. Sur la partie du coup, échange et quelle est la part de ce que je fais? Hem, et ben, j'en fais plus que ce que j'imaginais. Hein, on m'avait vendu sous mes il y aura un jour de travail par mois et après on ira à New York. Bon alors, c'était pas un jour de travail par mois et en plus on n'a pas été à New York parce qu'il y avait le Covid. C'est un Là, je me suis sentie un petit peu flouée. Heu, Après est arrivé Foodie, où une collègue m'avait dit: «Non, mais ça serait bien que ce soit AgroParisTech qui porte parce que quand même, les équipes sont, ça sera mieux que l'INRAE» ou je sais pas quoi. Bref, bon, toujours est-il que du coup, j'ai découvert qu'elle parlait pas bien anglais, donc pour un projet européen, c'était compliqué. Donc voilà, donc je vous ai pas dit, mais ça a occasionné un petit burn-out au passage. Voilà, hein, bon, donc si et puis ça veut dire du travail, beaucoup plus que prévu. J'imaginais pas en fait, c'est vrai que je le et ensuite normalement ils auraient dû en plus être séparés. Normalement, il y en a un qui se finissait quand l'autre commençait, mais avec le covid, on a décalé la fin de l'autre, donc voilà, il y avait 2 en parallèle. Donc c'est toujours un peu, le rush et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut préparer le projet suivant alors qu'on n'a pas encore fini le premier. Donc c'est vrai que ça a un intérêt particulier au niveau publication, je dis pas le contraire. C'est vrai que finalement à plusieurs en fait comme, pour la question sur le terrain, c'est-à-dire que généralement, moi j'étais plutôt en charge de recueillir les données, d'aller enquêter, faire trouver les personnes et cetera sur la France. Les collègues s'occupent de leur partie dans les autres pays et ensuite on met en commun, toutes nos données et on travaille sur nos données ensemble. Donc voilà, donc sur les work packages qui me concernaient le plus, effectivement, ce sont beaucoup d'ateliers, d'échanges, de discussions, d'échanges de fichiers et cetera. Hem Et l'intérêt, je trouve, aussi des projets européens, c'est de participer aux autres work packages, hein, parce qu'en fait, ils vous le disent pas, hein. Au début, ils vous disent, «Non, mais il y aura que 10 sauf qu'après, ils vous invitent à venir participer à 15 000 ateliers et il faut réagir aux données et qu'est-ce que vous pensez d'eux et mettez des petits points ici et votez sur le Miro. Enfin bon, bref, il y a plein d'outils maintenant à distance qui marchent vachement bien. Mais alors l'intérêt, c'est effectivement sur la partie d'interdisciplinarité alors c'est pas de mélanger les 2 vraiment ensemble, c'est de l'acculturation, c'est vraiment ça, c'est de l'acculturation aux autres disciplines. Moi, j'ai découvert les dimensions prospectives. Là, en ce moment, les sciences politiques qui s'intéressent alors ils appellent ça les trends, les tendances, voilà, il y a toute une démarche autour des tendances, c'était hyper intéressant. Enfin voilà, l'avantage, c'est que sur cet objet-là, on se retrouve tous.
Alors, il y a toujours les discussions au démarrage pour savoir comment on définit l'agriculture urbaine, qui on va voir, quels acteurs, mais c'est toujours intéressant. Et pour répondre en particulier à la partie le territoire, je pense que justement dans le projet Foodie, c'était la dimension système alimentaire. Et du coup, on n'était pas limité à l'agriculture, on était vraiment sur la partie aussi distribution, sur la partie restauration, sur la partie gestion. C'est ce qu'on essaie de retranscrire dans notre petit bouquin. Ça, c'était tout fun, en fait. C'est juste parce qu'en fait, on n'a pas bien compris quand il est arrivé à la fin le final, hein, le dépôt final pour le projet européen. Il y avait marqué que j'étais responsable d'une tâche sur Kid Science, sur un e-book. Moi, tout de suite, e-book égale petit livre pour enfants, de vulgarisation, etc. C'était pas ça du tout, en fait. Le but, c'était de faire une collection dans un journal en ligne qui est Frontiers for Young Minds. Et donc, j'étais censée être éditrice de la collection. Et donc, vérifier que tous les collègues, ils envoyaient bien un truc de vulgarisation et qu'après, on faisait un joli petit numéro spécial. Mais du coup, bon, bah, moi, j'étais restée dans mon idée. Et donc, avec une collègue, on a recruté, euh, donc, on a eu la chance de recruter une personne qui avait à la fois une formation littéraire et une formation scientifique, et de faire son stage de fin d'études de Master 2 d'AgroParisTech avec elle. Et donc, on a été beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu. Et puis, on avait une graphiste qui avait l'air hyper motivée, donc on a trouvé les sous pour la payer. Et ça a donné lieu. Moi, je suis hyper contente de ce truc. J'avoue que voilà. C'est pour ça que j'ai eu des petits images d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est la partie interdisciplinaire. C'est donc majoritairement des échanges, hein, plutôt de la culturation. Je dirais que là où il y a vraiment interdisciplinarité, ça c'est pour répondre à la question de Chantal qu'elle avait posée dans le rapport, là où il y a vraiment échange, c'est quand il y a l'encadrement de thèse. Là, pour le coup, on va plus loin. Je pense que là où on combine vraiment l'agronomie et d'autres disciplines, c'est sur toutes ces dimensions de thèse. Je pense vraiment à la thèse de Paola. Je pense que là aussi, il y a eu vraiment, ça fait partie des apports originaux de son travail, hein, c'est ce qu'elle a fait, c'est d'apporter, c'est même plus la culture, et c'est du coup, c'est adapter, s'approprier finalement des méthodes d'autres disciplines pour les appliquer en agronomie. Alors, pour les entretiens semi-directifs, je dirais pour la défense de l'agronomie des territoires qu'elle le fait déjà depuis longtemps. Là, j'ai juste, j'en ai profité, moi, d'avoir des collègues en sociologie et en gestion pour m'aider à apprendre un peu plus ces méthodes, hein, parce que j'avais fait ça un peu à l'arrache quand j'étais en Bretagne. Une fois que je suis arrivée avec l'UMR s'adapte, j'ai profité d'avoir les collègues à côté qui pouvaient me donner les bonnes biblios, les bons trucs, comment on faisait, etc., pour faire ça un peu plus proprement. Donc voilà. Et ça explique aussi pourquoi je pense que sur la partie thèse, sur les projets de recherche, c'est important qu'il y ait des collègues d'autres disciplines. Pour revenir du coup sur l'acceptabilité, en parlant d'autres disciplines, c'est pas mon travail. Enfin, j'allais dire, c'est pas mon travail. Il y en a qui le font déjà, en fait. Il y a déjà une chef, Christine, l'autre Christine, qui est dans la salle, Christine Aubry, qui encadre une thèse sur l'acceptabilité de l'agriculture urbaine, justement, dans les Ouvert, avec une collègue anthropologue. Donc, il y a déjà cette question-là, elle se pose effectivement. Et sur la partie service, voilà, service culturel, je renvoie la balle à mes petits collègues. Je voyais que Julia est en face de moi, donc c'est pareil. Sur la partie définition diagnostic de territoire et tout ça, c'est pareil. Voilà, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des gens qui savent, en fait, qui savent faire. On a aussi Jean-Noël Gonzalez à Marseille sur la partie, pareil, un service culturel, socioculturel qui est là-dessus. Donc, on a des gens quand même qui sont spécialisés, qui savent faire, qui connaissent. C'est plutôt m'appuyer sur ce qu'ont publié, sur ce que savent et sur ce qu'ils ont. En plus, j'ai la chance d'avoir travaillé sur les mêmes fermes qu'eux, en fait. On a deux projets un peu en parallèle. En parallèle de Fumetter, il y avait un projet qui s'appelait Semoir, qui s'est appuyé sur les mêmes fermes en France. Donc, on a pu, du coup, mettre en commun ces données. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, sur une autre thématique, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis dans une tâche sur l'analyse des sols en Europe, sur l'agriculture urbaine et individuelle. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis là-dedans. Euh, il se trouve que j'ai fait une analyse de sol dans un projet Fumetter parce qu'il me restait des sous et que c'était une question que se posaient les acteurs, donc on se dit, bah, allons-y. Du coup, voilà, je ne sais pas, ils m'ont mis là-dedans. Et j'ai une collègue qui est dans un autre projet qui fait ce genre de choses. Donc, on va essayer, pareil, d'organiser une mise en commun pour voir un peu les méthodes de chacun, voir si on peut mettre en commun ces données. En fait, c'est connecter différents projets européens pour aller plus loin et avoir plus d'infos. Voilà. Donc, moi, c'est aussi cette dimension de connexion. Sur la partie, est-ce que j'écris beaucoup? Je n'ai pas l'impression, mais en même temps, oui, bah si, parce que malgré tout, les articles, les chapitres d'ouvrage ne s'écrivent pas, enfin, voilà, si je participe. Les articles de thèse de Paula, je ne vais pas revendiquer, hein, ça c'est les siens. Donc voilà, je revendique juste la participation à réfléchir à la construction et à relire après. Bon, je suis une excellente relectrice de faute de frappe.
Voilà, mais par contre, j'ai effectivement la partie biblio, il y a un article qui est vraiment, majoritairement la partie analyse bibliométrie, si. Si, j'ai beaucoup bossé et là, en plus, j'allais dire, on n'a pas de chance, hein, le thésard, hollandais, Marijn, il est parti sur une, je pense que ça a dû lui parler ce qu'on avait fait avec Paola, cette analyse des biblios. Parce que du coup, il est parti un peu sur la même thématique, mais alors on a déjà passé, 3 ou 4 réunions à se décider sur la alors search string, sur l'équation de recherche, sur les critères d'exclusion des biblios, et on en est à combien, Paola? 1500, combien on va se partager à 3? 1500 articles? Voilà, 1500 articles à 3. Voilà, donc d'ici mi-juillet, il nous a dit. Voilà, donc ouais, voilà, donc c'est intéressant. Donc je fais pas mal de biblios au final, je ne m'attendais pas à en refaire autant, mais voilà. Et je me suis dit que j'allais profiter que finalement, c'est dommage que la troisième année UV ouvre pas cette année, mais je vais en profiter pour aller faire l'école chercheur sur la conception innovante, participer à l'écriture d'articles. Il y a les agronomes de Actes qui veulent écrire un article collectif, donc je me suis inscrite pour aller participer à cette réflexion. Et puis j'ai le projet, à partir de septembre, de m'inscrire à l'Institut, alors la Société apicole française, Paris, je sais pas, ça s'appelle, pour me former à l'apiculture. Voilà, pas tout, une demi-journée par semaine. Comme ça, je pourrais faire cours aux étudiants directement. Je, je saurai de quoi je parle. Voilà, ça sera mon élevage à moi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai oublié quelque chose? Non, non, très, très bien. Merci, mais de toute Merci. façon, même si les questions ont été obligées, elles pourront revenir, rassure-toi. Et je propose bon, merci Christine, et je propose à Christophe de prendre la suite. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci de m'avoir invité à cette soutenance d'HDR. Donc, quand j'ai reçu l'invitation, voilà, j'ai dit oui parce que le thème, bien sûr, m'intéresse. Même si aujourd'hui, je fais beaucoup moins de recherches qu'il y a quelques années, cette question de l'agriculture urbaine me passionne. Le deuxième point, c'est la surprise du format. Donc, je suis de la même discipline que Christine. Donc, j'ai été un peu déstabilisé quand j'ai vu ce document de 33 pages. Euh, mais j'ai compris que c'était le standard en agronomie. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que l'oral apportait énormément d'informations supplémentaires. J'ai beaucoup mieux compris l'ambition, en fait, de la partie projet. J'avais moins pu détecter dans l'écrit. Donc voilà, bon, ça renvoie toujours à ce document très. Donc ça, c'est sur l'impression générale. Alors, moi, j'ai trouvé que revenir sur le document, il est bien construit, c'est-à-dire tous les aspects que l'on demande, les compétences de publication, les compétences d'encadrement, d'animation, on voit que les éléments y sont. Tout cela est très ramassé, les éléments qui sont. Ce qui m'a manqué un peu, et là ça renvoie en fait toujours à cette question de, on, on essaie, quand on lit une HDR, on essaie de comprendre l'activité, la production scientifique en fonction du parcours. Et j'avais du mal par moment à comprendre pourquoi finalement, par exemple, la production scientifique, elle est inégale sur le parcours. J'imagine que derrière, il y a des conditions ou des temps dédiés à l'enseignement qui ont varié au fil du temps. Donc voilà, on se dit ça. Je me suis demandé aussi, finalement, pourquoi il y a eu ce passage du thème 1 au thème 2. Voilà, de l'agronomie parcelle, etc., à une agronomie de l'exploitation. Et puis aussi le passage à l'agriculture urbaine. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est présenté, 1, 2, 3, voilà, il y a bien trois thèmes. Mais voilà, je m'interrogeais un peu sur ce qui a fait que on a changé de thématique au fil de la carrière. C'est très fréquent et c'est très positif. Alors sur la production scientifique, moi ce qui m'a frappé, c'est que elle est, euh, elle est inégale, mais elle est très développée sur la période récente, en fait, depuis 2019. Voilà, plus de la moitié de la production, en fait, est sur cette période. Donc là, on voit une vraie montée en puissance à la fois des responsabilités dans les projets,
projet, de la production scientifique, des publications dans des revues, à la fois de l'agronomie, mais aussi des sciences de la durabilité. Donc, il y a quand même cette interdisciplinarité qui se retrouve aussi dans les publications. Ce qui m'a manqué, parce que souvent aussi dans les dossiers d'AVR, on a une sélection des publications qu'on nous donne à lire. Et donc, moi, je m'étais dit, s'il y avait 1, 2, 3 papiers à lire, ce serait lesquels, en fait? C'est la première question. C'est quoi votre papier majeur ou les 2 papiers majeurs qu'il faut absolument lire pour comprendre cette agronomie territoriale? Ce qui m'a frappé aussi, c'est que la littérature à destination des acteurs est présente. C'est-à-dire que je pense que les agronomes sont forts pour combiner à la fois la production de connaissances scientifiques, des productions et des outils pour le développement, et c'est très présent en fait dans votre parcours, les expertises aussi. Notamment la première période, elle est très complète sur l'ensemble des produits en fait issus de voilà, donc pour le parcours de recherche. Alors maintenant, en fait, sur la partie plus votre science, moi j'ai plutôt lu le document sous l'angle vous êtes une agronome territoriale. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme ça au début. Alors, l'agronome territorial, dans sa première partie de recherche, en fait, étudie le paysage, enfin, la parcelle et le paysage. Voilà. Bon, j'ai compris que le pays. Alors, j'ai essayé de comprendre. Le paysage, c'est les parcelles autour de la parcelle qu'on étudie. Voilà. Enfin, j'aimerais savoir finalement quelle est cette définition du paysage de l'agronome sur la première période. Bon, je comprends bien que là, on n'est pas sur le concept de territoire. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ce recours au paysage, et donc changement d'échelle, parcelle, paysage, etc., eh bien, c'est un acquis que vous continuez à mobiliser ensuite. Et aujourd'hui, par exemple, dans votre projet. Le paysage a disparu des concepts du projet, mais est-ce qu'il n'y a pas ici un acquis, un savoir-faire, une compétence, soit méthodologique, soit pour modéliser, etc., qui peut être mobilisé et apporter un plus quand on étudie l'agriculture urbaine? Voilà, donc ça, c'était la première question. Sur la deuxième période, donc là, c'est vraiment l'objet passe, c'est l'exploitant agricole, en fait, les pratiques, l'agriculteur et la typologie d'exploitation. Donc là, effectivement, l'espace disparaît un peu, en tout cas, il est peu mis en avant. Et je me demandais si vous aviez fait, moi, ça me fait penser aux travaux de Desfontaines sur la diversité des exploitations agricoles dans les régions. Donc, c'est d'autres approches régions agricoles, et j'ai l'impression que le travail sur le maïs, tout ça, peut-être qu'il y a cette notion aussi de spatiale, de spécificité régionale. Voilà. Et ensuite, donc, on arrive sur l'agriculture urbaine. Et un des arguments, en fait, qui est mis plusieurs fois, c'est un sujet sur lequel je me suis longtemps, enfin, je me pose toujours la question, c'est cette agriculture ou cette agriculture serait spécifique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les étudier comme les agricultures rurales et même périurbaines. Or, quand on voit les définitions utilisées, c'est l'agriculture en lien avec la ville, et en fait, dans les agricultures urbaines, il y a des agricultures intra-urbaines et des agricultures extra-urbaines. Par exemple, la géographie des exploitations en circuit court, c'est pas trop dans le périurbain qu'on les trouve. En tout cas, dans le périurbain immédiat, on va les trouver un peu plus loin. Parce qu'il y a plein de contraintes qui font que c'est plus facile à faire à 20 ou 30 km de la ville qu'à 10. Voilà, par exemple. Donc, en fait, cette spécificité, voilà, quelle est-elle, et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que cette hypothèse-là, elle est vraiment confirmée? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas étudier avec les mêmes outils. Alors, il y a l'exemple idéal, la thèse, etc. Mais voilà, sur quoi repose cette spécificité en termes de, je dirais plutôt de cadre d'analyse, en fait, de cette activité? J'ai des idées, hein, mais je pose la question. Et puis ensuite, l'agriculture urbaine, elle est lue à partir des services écosystémiques. C'est intéressant, hein, les 4 services: approvisionnement, régulation, soutien, services culturels. Il faudra me dire, hein, parce que je les alors, c'est bien. Mais je me suis demandé finalement pourquoi
ce cadre d'analyse plutôt que d'autres. Et en particulier, parce qu'a beaucoup travaillé Christine Aubry sur la durabilité interne versus externe, pour comprendre à la fois la logique du producteur qui doit vivre de son activité, donc ça c'est la durabilité interne, et la durabilité externe par rapport au territoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté à ce territoire. Donc finalement, est-ce que vous avez vraiment choisi et vous continuez à être sur cette approche SES, service écosystémique, ou est-ce qu'elle est combinée avec d'autres? J'ai l'impression dans les présentations qu'il y avait eu plus de choses, parce que durabilité interne, externe, et Sophia Loran, mais ce n'est pas dans le rapport. Non. Voilà, donc c'était bon pour savoir finalement aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est ce cadre d'analyse principal des systèmes, des services écosystémiques? Est-ce qu'il est associé à d'autres? Est-ce qu'il faut les combiner en fait, pour saisir la durabilité de voilà, alors ensuite, il y a Urbana. Donc, il se trouve que j'étais dans le jury de thèse de Paola Perino, donc je connais le sujet. Et puis, bon, il y a des spécialistes à côté de moi, des indicateurs de durabilité, donc je ne vais pas trop développer. Mais voilà, IDEA ne marche pas, c'est mis comme une sorte de. Voilà, c'est un fait démontré, etc. Est-ce en étant aussi sûr? Ah, que ça ne marche pas en ville, c'est ça? En ville ou agriculture urbaine, toujours pareil. Quel est le Oui. périmètre du champ que l'on étudie? Est-ce que finalement, ce que vous étudiez pas, principalement, majoritairement, c'est pas l'agriculture intra-urbaine? J'ai l'impression que c'est ça. Mais les définitions que vous donnez sont bien plus larges. Voilà. Alors sur l'eau, alors ça, je trouve intéressant, même si je me suis dit, je me suis demandé, là encore, comment est-ce arrivé? Comment avez-vous fait le choix de l'eau? Je trouve que c'est super, hein, c'est très bien. Mais pourquoi pas les sols? Pourquoi pas autre chose? Donc finalement, qu'est-ce qui a fait que finalement, il faut s'emparer de la question de l'eau? Enfin, j'en suis d'autant plus convaincu qu'un des constats qu'on a fait au niveau du département Acte, c'est que justement l'eau est un impensé des politiques alimentaires locales. Et que du coup, il faut relier eau et système alimentaire, et du coup, eau et agriculture urbaine. Et donc, pour ça pertinent, il y a vraiment un besoin de recherche dans ce domaine. Et voilà, comment est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est un peu une intuition? Est-ce que c'est par hasard? Et puis, les premiers résultats que vous avez montrés sont tout à fait saisissants, hein, parce qu'on voit qu'en fait, on est sur l'eau publique, hein, l'eau du service public. Donc, c'est quand même un enjeu collectif. Voilà, alors j'avais les mêmes questions que Christine sur les terrains de référence par rapport à l'étranger, mais ça, vous avez répondu. Et compris sur les collaborations. Alors, dans le domaine du maraîchage, il y a des unités qui ne sont pas en Île-de-France, hein, qui travaillent sur le maraîchage, n'est-ce pas? Et qui se pose la question de l'eau et de la durabilité. J'ai vu qu'il y avait au moins 2 postes qui étaient passés là, 2 Alors, CDD, je vais vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'orientation, par exemple, de l'unité expérimentale maraîchage de Perpignan, là, eh bien, en fait, l'orientation, c'est la sobriété en eau dans les itinéraires j'ai vu les maraîchers. fiches de poste Donc, il y passer. aura des connexions à faire. Complètement. J'ai noté, je me suis fait une espèce de mind map de qui travaille sur l'eau Et puis, une petite question connexe, en fait, sur agriculture urbaine, finalement, il y a un enjeu énorme qui est le foncier, parce que c'est intégré dans vos analyses, dans vos cadres d'analyse, dans vos enquêtes, en fait. Voilà, c'est un peu ça, ou alors est-ce que c'est en collaboration avec des Julia ou d'autres collègues? Donc, j'arrive à ma conclusion. En fait, ce que j'aimerais savoir, en conclusion, la question que je vais vous poser, c'est finalement votre agronomie territoriale. Comment vous la désignez? C'est-à-dire qu'il y a quand même un historique sur l'agronomie des territoires. En tout cas, il y a le courant des fontaines, la géoagronomie, où là, l'entrée par le paysage était forte. Et puis après, il y a eu des entrées plus par le territoire. François Papy, qui a été le directeur de SADAT, qui a développé toute une réflexion sur une agronomie du territoire, mais qui était un territoire des agriculteurs, c'est-à-dire comment coordonner des systèmes de culture par rapport à des systèmes, etc. Et moi, j'ai bien aimé, en fait, ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, pour vous, le territoire, c'est un espace de gouvernance. Et je me dis que
peut-être que là, il y a matière à une troisième agronomie territoriale qui serait le dialogue avec ces acteurs des territoires. Parce que de fait, dans l'urbain, on le voyait dans la thèse de Paola, finalement, c'est pas forcément des agriculteurs qui font l'agriculture urbaine. Ça peut être des collectivités, ça peut être, voilà. Et donc, on est dans un territoire qui n'est plus le territoire des agriculteurs. Je pense que c'est une grande différence avec les courants d'avant. Voilà, donc finalement, agronomie territoriale, voilà, quel est un peu le sillon qui vous est propre et que vous creusez. Et puis, je terminerai pour dire que pour moi, c'est très important que cet HDR soit soutenu parce que ce domaine de l'agriculture urbaine, finalement, il y a peu de force de recherche. Et il y en a peut-être moins. Et à l'INRAE, moins aujourd'hui, il y a 10-15 ans. Il y a des gens qui sont partis faire d'autres métiers, qui ont des responsabilités, qui sont partis sur l'alimentation. Et du coup, avoir des formes d'encadrement sur ce domaine de recherche qui je pense, qui reste fondamental, eh bien, c'est très important. Et à ce titre-là, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir donné l'occasion de lire ce document. Merci. Alors, je vais recommencer du début. Alors, du coup, en fait, effectivement, mes changements thématiques, c'est très simple. Ça s'appelle le chômage et ça s'appelle les concours. Le premier étant tout simplement ça. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu les opportunités de travail qui m'ont fait qu'il y avait un CDD Arvalis, donc j'ai été travailler à Arvalis. Après, voilà, après, je ne me suis pas trouvée en accord avec les valeurs de mon encadrement AGPM d'Arvalis, et donc je n'ai pas continué. Voilà, et puis donc j'ai passé des concours, je suis arrivée à AgroParisTech, donc je suis arrivée dans une thématique enfin j'étais recrutée donc sur un poste sur la partie typologie d'exploitation, marge de manœuvre des agriculteurs. J'étais assez contente, finalement, même assez fière d'avoir réussi à publier une typologie sur la base de ces méthodes-là, puisqu'il y a en fait, il n'y en a pas tellement qui ont réussi à sortir des articles dessus, parce que ça sort pas en fait, parce que mais je vais vous avouer, je n'y croyais pas plus que ça. Avec 32 exploitations, on ne tire pas non plus des conséquences de colis. Alors j'ai vu des Belges qui font ça sur 200 exploitations, ils font des ACP, des jolis nuages. Du coup, voilà, donc je suis repartie à la direction des études. Et puis, en fait, tout ça, c'est la faute de Christine Aubry, parce qu'elle est venue me demander d'encadrer un stage de césure en agriculture urbaine, parce que c'était dans ma ville. Et donc, du coup, j'ai encadré et c'était fun. Et donc, du coup, et elle m'a dit, ah, mais si, viens donc, la porte est ouverte, il y a du café, et voilà. Et quoi que tu fasses, de toute façon, ça sera toujours utile. Donc, viens. Si les publications, s'il fallait, je suis assez contente, mais on n'a pas été assez loin. C'est la publication qui est sortie en 2022 dans Acta Culturale qui fait le point sur les modèles, hein, sur les outils d'évaluation de la durabilité existants. On a intitulé A-t-on encore besoin d'outils de la durabilité, de créer de nouveaux outils? Et je pense que le travail qu'on va continuer avec Marraine, c'est pareil, on va aller plus loin et on va aller regarder quels sont les indicateurs, quels sont les outils qui existent pour l'agriculture urbaine, et justement, est-ce que les outils type IDEA, pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas adaptés? Parce qu'en fait, il y a des spécificités qui sont, par exemple, les contraintes, les questions qui se posent de la pollution, les questions du foncier aussi. Dire un agriculteur urbain, il est content quand il a un contrat, quand il a le foncier pour 6 ans. On est quand même sur voilà, hein. Par rapport à un bailleur rural, on n'est quand même pas sur la même sécurité foncière, quoi. Et les autres aussi, je pense, l'autre point spécial que je relève toujours, c'est la question de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, il y a en fait l'agriculture urbaine et périurbaine pour le coup, en partie sur les AMAP, dépend parfois aussi de la main-d'œuvre bénévole. Et donc, ce n'est pas forcément tout à fait le cas dans d'autres agricultures. Et enfin, un point spécifique de l'agriculture urbaine, c'est que souvent, ils ne mesurent pas certaines choses. Il y a des choses qui sont gratuites, et donc ils ne savent pas combien de compost ils mettent, ils ne savent pas quelle quantité d'eau ils utilisent, parce que souvent l'eau est payée par le bailleur, par la collectivité. Et donc, voilà. Et donc, toutes ces questions-là, en fait, c'est pour ça qu'en fait, on n'arrivait pas à appliquer les outils. C'est parce que, en plus, les outils, si on prend IDEA, en fait, dans IDEA, la ferme objectif, la ferme, elle contient forcément de l'élevage, pour des questions de bouclage de cycle de l'azote, etc. En fait, dès qu'on n'a pas d'élevage, on perd des points, entre guillemets, dans cette méthode. Or, il se trouve qu'en ville, majoritairement, on est sur de la production végétale. On a un peu de petit élevage, on a les moutons qui broutent l'université de Pétrez, mais bon, voilà, on n'est pas non plus sur des... en tout cas, sur la partie française. Donc ça, voilà. Ensuite, sur la partie
Agronomie paysage, oui, alors le paysage, c'est effectivement, c'est un environnement physique, hein, mais qui est découpé, j'allais dire, au niveau cadastre administratif, hein, parce qu'il a des territoires d'exploitation qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc voilà ce que c'est que entre guillemets, le paysage, hein, qui est étudié sur ces parties modélisation spatiale, hein, puisque ces modèles, ils étaient tous à l'échelle d'une petite région, effectivement, hein. Les modèles, que ce soit le modèle Gen6 sur le colza ou le modèle Anaké sur la prime vert, ils étaient tous à l'échelle d'une petite région, sur un petit territoire où on met toutes les parcelles, hein, et on sait quelles parcelles sont à quelle exploitation agricole. On n'a pas toute l'exploitation agricole, mais on a tout le petit schéma. Donc on est sur une dimension environnementale, enfin écologique, une dimension écologique. Sur la partie, ensuite, la deuxième phase, la partie typologie, effectivement, on est aspatialisé, dans le sens où on regarde les différents agriculteurs sur leur exploitation sans prendre en compte les imbrications entre exploitations agricoles. Donc, on n'a plus la dimension paysage. Par contre, cette typologie, cette pratique, elle est ensuite intégrée, en particulier sur la partie maïs, hein, elle était intégrée dans un modèle spatialisé, lui, existant. Donc, ça a servi, en fait, de règle de décision pour un arbre type DEXI là-dedans. Sur le troisième, du coup, effectivement, on est plutôt sur un territoire de gouvernance, hein, puisqu'on est vraiment sur des... parce que le foncier, les différents acteurs sont là et chacun a son mot à dire sur ce qui va se faire, en fait. C'est aussi ça, peut-être une spécificité de l'agriculture urbaine, hein, c'est que chacun a un peu son mot à dire sur comment ça se passe. L'agriculteur, il n'est pas, et il n'est pas toujours accepté, effectivement, on est d'accord. Le coup des serres, c'est typiquement ce qui s'est passé quand le paysans urbain a voulu aller sur le réservoir de Charonne et qu'ils ont dit aux gens, on va mettre des petites serres pour faire nos micro-pousses. Les gens, ils ont dit, mais nous, on a notre pelouse, on ne veut pas vous enlever notre pelouse. Donc, action en justice, etc. On a des vraies, effectivement, questions. Mais ça encore, oui, c'est pas tout à fait moi, c'est plutôt les juristes, ça sera plutôt l'équipe proximité qui va s'occuper de ces questions de conflit, je pense, d'usage. Voilà. Sur l'autre partie, et après, oui, je m'appuie sur mes petits collègues gentiment sur ces dimensions-là. Soit à interne, soit en fait, souvent sur les projets européens, c'est pas moi qui suis en charge de ces questions-là. Enfin, on se divise un peu le travail sur nos compétences. Et moi, très clairement, mes compétences, ça va plutôt être aller sur évaluer la durabilité, quels sont les indicateurs, comment est-ce qu'on les met ensemble, les grilles. Je ne vous ai pas dit, mais en fait, on est en train, avec le projet Foodie, avec l'Université de Barcelone et l'Université de Bologne, on est en train d'essayer de créer un label. Label Foodie, super, comme nom. Mais bon, bref, ce serait pour justement évaluer la durabilité des différents maillons. Donc, ça serait un label qui serait applicable à la ferme, au restaurant, pour aller regarder justement sur le territoire. Et donc, ça ne se limite pas justement à la ville intraville, mais un peu à la périphérie. Même si c'est vrai que mon travail il est majoritairement intraville, parce que c'est là qu'on voit le plus apparaître les contraintes. Je pense que dès qu'on arrive en périurbain, on dessert certaines contraintes. Et du coup, les choses sont peut-être un peu moins marquées. Ça, et en plus, on a l'îlot de chaleur aussi qui rediminue. Donc, par contre, on a certaines opportunités qui disparaissent aussi. On n'en a pas parlé, mais il y a eu sur le toit d'AgroParisTech des essais pour aller faire des plantes malgaches. Voilà. Et je sais qu'à Bondy, ils continuent à faire aussi des essais. Voilà, on continue à croire que peut-être faire des choses aussi intéressantes à ce niveau-là. Je vais essayer de redescendre sur la question de l'eau. Pourquoi l'eau? Et ben en fait, le projet Fumeter, c'est Food Energy Water. Donc, on s'est intéressé à ces trois trucs. Et puis, et donc, on a vu quand même qu'il y avait des consommateurs. Quand j'ai découvert que c'était que de l'eau, effectivement, que de l'eau potable, enfin, je le savais, mais intellectuellement, mais le voir affiché comme ça, les premiers chiffres, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, il y a un truc qui cloche, quoi, quand même. Ça va pas tenir. Donc, et c'est vrai que dans le projet Fumeter, on avait interviewé des personnes sur les politiques nationales et régionales, sur les politiques alimentaires. Est-ce que les deux étaient liés? Est-ce qu'il y avait des politiques sur l'alimentation qui incluaient les politiques sur l'eau et l'énergie? Comment les politiques étaient liées ou pas? Donc, Christine avait été interviewée par des collègues allemandes sur cette thématique pour voir si sur Nantes, il y avait des choses spécifiques. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte qu'en fait, non, il n'y a pas de politique globale sur ces trois questions-là. C'est soit l'un, soit l'autre, parfois deux quand on y arrive, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et comme je disais, aujourd'hui, pour l'instant, c'est les collectivités et les bailleurs qui payent l'eau, mais ça, en fait, les agriculteurs, ils sont tout à fait conscients que ça ne va pas forcément durer. Et donc, eux, ils se posent la question. Mais c'est marrant, c'est parce qu'il y a 3 ans, quand j'en avais parlé à la ville de Paris, eux, par contre, ils m'avaient dit, mais c'est pas le problème. On n'a pas de problème de manque d'eau, nous, en fait.
Sauf qu'aujourd'hui, finalement, ils se disent que peut-être qu'ils s'intéresseraient quand même aussi à la question de l'eau. Donc, d'où la question de l'eau. Et après, la modélisation, oui, en fait, j'ai l'avantage, surtout, le fait d'avoir travaillé en modélisation, je pense que ça me permet déjà de comprendre ce qui se passe et ça me permet de discuter et de monter des projets comme le projet de thèse sur l'allocation des ressources. Même si ce n'est pas spécialisé dans le sens voilà, paysage comme c'était avant, je pense que ouais, il va falloir prendre en compte un peu les quartiers. Mais là, c'est là qu'il va y avoir besoin. Je pense que c'est plus tellement de la modélisation de paysage. Il faut savoir prendre en compte, et c'est là le dialogue avec Julia, et je pense c'est indispensable, hein, c'est de prendre en compte un peu les objectifs. Il y a aussi les contraintes des différents quartiers. Là, il faut une vision différente, en fait. C'est plus une vision d'agronome parce que c'est plus un objet d'agronomie, en fait. L'objet de l'agronomie, il est plutôt effectivement sur la partie production, que ce soit enfin, il est applicable à des espaces verts aussi, je veux dire. Mais tout ce qui va être bâti, je pense qu'on peut pas en faire abstraction, on ne peut pas en faire des vides. Donc, quand j'ai fait le modèle sur la prime vert, j'avais modélisé que les haies, en fait, que les bords de champs. Et les champs étaient modélisés en vide parce que la prime vert, en fait, elle ne survit pas dans les champs, elle est piétinée, pâturée, tout ça. Donc, en fait, elle se déplaçait, c'était le truc assez original, c'est qu'elle se déplaçait sur ce réseau en 2D dans le paysage. Et je pense qu'en agriculture urbaine, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que les services qui sont rendus ne sont pas des services qui sont en 2D, ils vont être justement sur la totalité de l'espace. Et donc, il va falloir prendre en compte ces différents trucs. Et bon, honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais faire. Puis d'abord, c'est peut-être pas moi qui vais le faire, c'est peut-être un thésard qui aura une idée géniale et qui va le faire. Hein. Je crois en l'intelligence collective. Voilà, je ne sais pas si j'avais oublié quelque chose. Merci beaucoup. Du coup, voilà, mais là aussi, il y aura une voiture balai derrière pour les questions. Merci beaucoup. Donc, Chantal, je t'en prie. Donc, merci Agnès pour ta présentation, que j'ai trouvé très claire. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment sur le fait que ça complète très bien le document. Que j'ai trouvé également un peu court, y compris voilà, en tant qu'agronome. Hein. C'est clair que voilà, les documents d'HDR, ils sont plutôt de l'ordre de 40 pages. Hein. Il y a parfois des requêtes de certaines universités de faire court, c'est demandé. C'est vrai que j'étais en attente, j'avais beaucoup de questions, et notamment sur la partie projet, il y a eu beaucoup d'éclaircissements sur des choses qui ont été problématisées, une maturation, une explicitation de la partie projet que j'ai beaucoup apprécié. Donc, ce que j'ai trouvé très riche dans le document et dans la dans ton parcours, c'est la diversité des thèmes que tu as abordés, hein, ce fil conducteur autour d'agronomie des territoires. Donc, un petit regret que ça ne soit pas présent dans le titre, parce que pour moi, c'est très structurant. Alors, tu décris effectivement un parcours fait de rencontres, de félicitations, mais il y a quand même des choses. Ça donne à voir une grande diversité dans les approches. Hein, ça a été dit, garder un territoire comme un espace agricole, décrire une typologie, décrire des exploitations agricoles. Ce que tu poursuis ensuite dans ton parcours, au travers voilà, plus des enjeux de développement territorial et de gouvernance. Enfin, je trouve que ça donne vraiment à voir quelque chose de très riche à partager dans une relecture de ce parcours. Alors, j'avais une première question sur l'exploitation agricole, parce que tu l'as regardé de différentes manières. Hein, alors, tu as évoqué les typologies que tu as mobilisées en agriculture rurale, hein, par opposition très caricaturale avec l'agriculture urbaine. Hein, dans tes premiers travaux, tu les as évoqués notamment sur le format du quota, essayer de caractériser les types en fonction des délais de retour et des diversités variétales mobilisées, les choix variétaux pour le colza. Après, tu donnes à voir aussi plein de typologies possibles. On comprend bien, selon voilà, le prisme qu'on va regarder, on a plein de manières de décrire cette diversité de l'agriculture urbaine. Et puis, tu as aussi regardé l'exploitation agricole avec le prisme de la durabilité. Donc déjà, ma première question, c'était quel retour d'expérience tu peux faire déjà sur ce double regard, hein, un regard typologique, description d'une diversité, versus un regard centré sur l'évaluation. Est-ce que
Donc voilà, est-ce que ça t'a suggéré? Sur l'agriculture urbaine, tu as regardé ça de 2 manières, hein, tu as approché ça de 2 manières. Heu, Est-ce que tu verrais d'autres, manières d'appréhender, cette agriculture dans la ville? De décrire un peu, cette diversité, enfin voilà. Qu'est-ce que ça te suggère? Parce qu'il y a peu d'agronomes qui ont eu cette chance de regarder ça de sous différentes facettes. Ouais, question. Non, non, non. En plus, je sais pas si tu as remarqué, mais à la fin, ce que je propose, hein, c'est de mélanger les deux. Alors voilà, alors allons-y. Parce que tant qu'à faire, hein, moi, ce que je pense, c'est qu'il derrière, ce qu'il faut, c'est effectivement regarder, en fait, faire des types, regarder la durabilité de ces types, parce qu'en fait, on peut pas. Enfin, ce que j'explique aux étudiants toujours, c'est qu'une typologie, donc c'est une simplification de la réalité, et donc forcément, rien n'est exactement comme ton type. Ta ferme type, c'est une ferme qui n'existe pas. Donc mais c'est une ferme qui permet de, je vais dire, modéliser, au final, hein, ça permet de modéliser une ferme et son fonctionnement et son impact. Les évaluations de la durabilité, c'est une évaluation d'une ferme précise à un moment, à un moment T de son histoire en plus. Parce qu'en plus, tu peux faire la durabilité à plusieurs moments de son histoire. Donc, c'est vraiment, du coup, c'est une mesure un peu plus précise, c'est des indicateurs, hein, précises d'une ferme telle qu'elle. Donc, en fait, tu as 2 outils. L'outil qui étudie vraiment l'objet individuel, un outil qui te sert à classer, mais qui te permet de faire des trucs qui n'existent pas, mais qui finalement te permet de modéliser la diversité de tes fermes. Et je pense que voilà, il faut un peu combiner les 2 approches, parce qu'en fait, c'est regarder l'individualité qui te permet de te créer cette typologie d'experts, ou une typologie, peut-être qu'on pourrait faire une typologie à base d'indicateurs, je ne sais pas. C'est une excellente question d'ailleurs, du coup. Parce que, en fait, sur l'OGM et sur le FOMA, ce qu'on avait regardé, c'est regarder la diversité pour en ressortir quelles étaient finalement les caractéristiques types, qu'est-ce qui nous permet de différencier une ferme, de dire celle-là fonctionne comme du A, celle-là fonctionne comme du B. Et peut-être que voilà, ce qu'on essaye de faire à travers toutes ces typologies qui existent à l'agriculture urbaine, c'est aussi de dire comment est-ce que je sais que je suis plutôt sur un cas A ou un cas B, et finalement, qu'est-ce qui est le plus adapté à là où je veux aller le mettre, ou au contraire, quels sont les garde-fous à mettre en place autour d'une ferme de type A pour être sûr que malgré tout, elle s'insère bien dans son territoire et qu'elle n'a pas d'impact de gentrification ou d'impact négatif. Et donc, je pense que combiner les deux, c'est ce qui va permettre aussi de changer d'échelle, puisqu'on revient sur la partie modélisation spatiale. Je pense que dès qu'on va vouloir spatialiser, à un moment, il va falloir simplifier la diversité et donc faire une typologie. Donc, cette première approche un peu facile va permettre d'aller regarder ce qui existe, en retirer quelques règles un peu plus générales pour permettre ensuite d'intégrer ça dans une modèle. Donc, je pense que c'est la combinaison des deux qui est intéressante. Vous mentionnez que la typologie, c'est un instantané, hein, c'est un Ouais. ordre instantané, la durabilité, si elle est mesurée à un moment donné. Est-ce que tu verrais des prolongements pour aller plus vers des dynamiques De trajectoire, un peu sur le principe de tout ce qui avait été fait par Emilia Chantre, ce genre de travaux. En tout cas, est-ce qu'il y a sur l'agriculture urbaine des éléments de trajectoire, Eh bien, on n'a pas en fait. Installations, voilà, Mais c'est ça, mais c'est en fait. discussions par ce genre de porteurs de projets. Ouais, Enfin, est-ce qu'il y a des ouais. moments un peu clés qui mériteraient de regarder ça de manière un peu plus dynamique, de regarder les dynamiques et pas seulement des photos à un moment donné. Alors, la difficulté, c'est que quand on leur demande de faire des suivis en agriculture urbaine, c'est très lourd en fait ce qu'on leur demande. Pour des structures qui, soyons honnêtes, généralement, s'ils arrivent à arriver à 0, ils sont contents. Ils ne font pas vraiment de bénéfices. Il y en a très peu qui font des bénéfices. Et généralement, donc du coup, c'est pour ça qu'on fait des questionnaires ou des entretiens sur les directives. C'est un peu moins coûteux en temps pour eux. On avait mis en place, Anne-Cécile avait lancé ça, les enquêtes. Participantes en fait, c'est-à-dire que quand on est sur place et en échange de répondre aux questions, en fait, on les aide à arracher les mauvaises herbes, etc. Pour pas qu'ils perdent de temps, pour compenser un peu le temps qu'ils nous donnent. Observation participante, ça j'y arrive. Et donc, ce qu'il faudrait, en fait, on a effectivement quelques fermes qui existent depuis longtemps. Il y en a quelques-unes qui sont en train de fermer. On a vu certaines couler, donc on a quelques retours d'expérience sur pourquoi ils ont coulé, mais généralement, c'est plutôt des questions économiques qu'autre chose. Après, on a quelques histoires, mais c'est vrai que ça vaudrait certainement le coup sur des fermes qu'on avait suivies. Des fermes qui avaient été suivies par Anne-Cécile, par exemple, en 2014, vous allez regarder, retrouver 10 ans plus tard, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui a changé dans ces systèmes.
on en a vu certaines qui ont changé de modèle, par exemple, hein, on a, qui ont changé complètement de modèle économique, des fois, certaines plusieurs fois d'ailleurs. Donc c'est vrai que par contre, là, mais ça veut dire, peut-être encore des nouvelles méthodes, ce que vous avez fait sur des enquêtes historiques pour demander un peu comment ça s'est fait, ou demander à des acteurs clés de l'agriculture urbaine parisienne, comme ceux présents ici, par exemple, faire un petit bilan de différentes fermes. Peut-être que ça vaudrait le coup de... Voilà, mais ça, je lance l'idée, Christine, si tu penses que c'est intéressant, peut-être qu'on pourrait faire effectivement un retour d'expérience sur... voilà, on mettra un stage de la chaire sur la question. Merci pour ces éléments. J'avais un deuxième champ de questions sur la dimension territoriale et les acteurs investis. C'est quelque chose que tu donnes à voir, mais pas d'emblée en fait. C'est-à-dire on comprend, chemin faisant, qu'il y a un porteur de projet, des collectivités locales, la question foncière, la question des interstices, hein, où est-ce que voilà, le travail, la main-d'œuvre, le logement dans des endroits où le logement est cher, etc. Enfin, on imagine, mais tu ne donnes pas à voir d'emblée. Est-ce que cette dimension territoriale et puis la manière dont l'installation se fait, enfin, voilà, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de très localisé. Enfin, j'ai trouvé que c'était très riche là, de parler d'agriculture, des relations entre agriculture et ville, en fait. Hein. Et du coup, je me posais la question de savoir s'il y a eu un effort de formalisation un petit peu de ces relations. Il y a aussi des acteurs de l'accompagnement, enfin, Terre de Liens investit beaucoup sur l'installation de maraîchers, voilà, en périurbain, urbain, enfin, les frontières peuvent être. Mais est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des représentations conceptuelles qui existent dans la littérature qui permettent d'y voir plus clair? Parce qu'on entend beaucoup parler de métabolisme territorial, qui est une manière de regarder ça au travers des flux. Mais est-ce qu'il y a des représentations acteurs qui pourraient faire que dans une approche commode, tu pourrais repartir de là? Ouais. Est-ce que c'est à imaginer? Enfin voilà, enfin, je les devine, enfin, je les ai devinés dans le texte, je les devine parce qu'on les rencontre aussi, nous, en agronomie, voilà, on dans certains terrains où voilà, on voit un petit peu tout ça se mettre en place. Et on voit qu'il y a des spécificités, mais c'est pas représenté. Est-ce que les géographes, les agronomes ont une représentation de ce système, on va dire Je vois un sourire à ta droite. Mais voilà. Mais sinon, par exemple, rien que dans la thèse de Paola, par exemple, elle avait fait une première cartographie des acteurs. Elle s'était intéressée à ça. Il y a la FOP aussi qui existe, hein, l'Association française de la culture urbaine professionnelle, hein, qui recense les différents acteurs. Pareil, une cartographie, je suppose plutôt vers les géographes mais que sur la nature des l'agronomie. relations. Ah, la nature des relations. Les acteurs, comment ils sont en relation les uns avec les autres, comment ça se joue dans le temps. On voit qu'il y a un moment, enfin voilà, est-ce que ces éléments-là, tu les as, ou est-ce qu'il va falloir les créer le chemin faisant avec les acteurs sur un terrain, comme c'est fait dans Commode par exemple, hein, Alors, là, qui permet de faire ça, ou est-ce qu'il y a déjà des invariants et des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer? alors, je ne sais pas si le sourire de Christophe est une indication qu'il a travaillé là-dessus, mais en tout cas, dans le projet. C'est quoi, c'est ça? Pardon, hein, je découvre. Mais en tout cas, par exemple, dans le projet Foodie, très clairement, on a nos collègues allemands qui ont fait ça pour chacun des 14 pilotes. Ils ont été enquêtés auprès de chaque point d'agriculture, chaque initiative du système alimentaire, que ce soit une ferme, un restaurant ou autre chose, pour aller voir qui étaient les acteurs autour et quelles étaient les natures des relations, et est-ce que c'était des relations plutôt soutenantes ou au contraire des freins. Donc on a des grosses cartes, mais après, moi, j'ai pas vu sortir de trucs vraiment de ces 14 situations hyper diverses, très, très. C'était plutôt de voir qui étaient les soutiens, qui étaient les choses, qu'est-ce qu'il fallait au minimum avoir pour qu'une initiative s'installe et tienne dans la durée. C'était la question, c'était plutôt retenir des leçons des choses. Alors, je voulais revenir à la question de l'eau, parce qu'effectivement, dès lors qu'on se retrouve à aller regarder l'agriculture urbaine sur les toits, enfin, voilà, on frémit, on voit toute cette évapotranspiration, enfin on la voit pas, mais on la vit, ça, tu dis, mon Dieu, les brise-vents où ils sont, voilà, on voit des petits bacs, on se dit, mais ça y est, enfin, on a soif pour les plantes dès que voilà, on observe pour la première fois ces systèmes-là. Donc, et tu l'as bien quantifié, parce que ça c'était important aussi dans ta présentation, tu donnes à voir un petit peu les ordres de grandeur, hein,
voilà, de déconsommation en eau. Le- le- la question de l'eau brute par rapport à l'eau potable. Et alors, tu évoques via la trappe aux innovations des possibilités de regarder. Enfin, la gestion de l'eau, tu la trappes beaucoup par les besoins en eau d'irrigation, Ouais. la nature de l'eau. Qu'est-ce que tu verrais comme autre levier de gestion? En quoi l'agriculture non urbaine peut aider à appréhender aussi des systèmes enfin, est-ce que enfin, voilà, tu l'as un petit peu évoqué, mais j'étais un petit peu étonnée de ne pas trop voir des leviers de gestion pour arriver à ce qui est moins d'évapotranspiration, Je vais- mulch, bah, c'est des ça. brisements. Voilà. Enfin, voilà. Alors, les brisements, non. Est-ce que c'est déjà pratiqué? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout embarqué quand on est sur les toits? On ne réfléchit pas du tout à ça parce que c'est d'autres enjeux qui dominent. Enfin, voilà. Alors, il n'y a pas que sur les toits, hein, mais typiquement, la ferme qui avait une consommation complètement dingue, l'année suivante, voilà, elle a mis du paillage. Ah, voilà, paillage pour limiter. Effectivement, ça a joué. Donc, très clairement, il y a effectivement le mulch. Enfin, voilà, il y a la question du substrat. Hein, quel type de substrat on utilise? Parce que le problème, quand c'est sur les toits, c'est qu'il faut un substrat léger. Dès que tu as un substrat léger, puis en fait, dès que tu mets trop d'eau, enfin, le poids de. C'est la question, on leur demandait toujours est-ce que vous pouvez récupérer l'eau de pluie? Mais non, en fait, parce que l'importance des toits ne permet pas de récupérer l'eau de pluie. En fait. Donc, déjà, tu as toute cette limite-là. Par contre, très clairement, tu peux avoir le choix des espèces, déjà clairement, ou des variétés. Il y a tous ces choix-là qui sont possibles. Là, sur le toit d'AgroParisTech, quand on avait testé le bombo, je me souviens que Christine m'avait dit que la consommation d'eau, c'était une catastrophe. Avec le vent qu'il y a, tout ça, c'est dit oui, l'îlot de chaleur, chouette, on va mettre des plantes exotiques, sauf que les plantes exotiques tropicales, ben, il leur faut de l'eau, quoi. Donc, pas sûr que ça marche très bien. Donc voilà, il y a la question des substrats, mais là en fait on a des collègues qui sont plutôt à Ecosys et qui sont sur la question des substrats, il y a aussi la biodiversité dans ces sols. Alors que sur la question de l'eau, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui se pose la question, en tout cas à AgroParisTech, dans notre écosystème local, cette question-là. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des questions d'architecture? Parce qu'on parle souvent de la portance des toits. Ouais. Et voilà, on a quelques bacs avec des lasagnes. Hein, Oui, c'est ça. Paritech, et on voit que souvent c'est un enjeu. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de collaboration avec des architectes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pensées au-delà de bon, on met ça sur un toit fragile, attention, donc ça sera des petits Alors, il y a des surfaces pas très importantes, donc du coup des capacités à retenir un peu, des capacités à mulcher limitées. Enfin, est-ce que ça commence à. Oui. Alors, il y a par exemple, alors aussi, il y a pas que il y a pas que les toits en agriculture urbaine, mais il y a justement, on a notre nouvelle coordinatrice expo qui est qui est à mi-temps, et l'autre mi-temps, elle fait des herbes à tisane et des herbes aromatiques. Et ils ont installé sur leur site un nouveau type, une forme de toit, justement au niveau de l'architecture, une nouvelle forme de toit, pour que, au lieu que ce soit dans ce sens-là, pour que l'eau aille à l'extérieur, la gouttière est au milieu, ce qui permet de récupérer vraiment toute l'eau du toit en un seul tuyau pour aller récupérer. Donc, il y a ces choses-là. Après, il y a des questions d'aménagement oui, qui se posent. Après, tu peux imaginer, par exemple, que pour la question de la gestion, tu pourrais imaginer d'être sous une serre pour mieux contrôler ton environnement. Le problème, c'est le coût d'investissement. Enfin, moi, je vois vraiment, il y a des. Bah, c'est compliqué. Non. Voilà, je trouvais, mais alors c'est intéressant que tu mentionnes notre éco d'innovation, le rapprochement avec IDEAS, parce que là, on pourrait parler d'innovation couplée. Hein, c'est l'agriculture dans la ville, et donc ça va embarquer des aménagements. Quand on est sur les toits, on pense à la configuration des toits particulières qui peuvent d'emblée penser à des brise-vents. Oui, mais le problème des brise-vents, c'est que ouais, tu vas avoir l'ombrage. En fait, le problème des en ville, tu as aussi, sur les toits, tu as l'ombre des autres bâtiments. Donc, je pense que si tu rajoutes un brise-vent, tu vas avoir aussi, il faut que tu réfléchisses, tu vois, par rapport au vent et par rapport à l'ombrage, tu vas te poser des. Enfin, la cité maraîchère de Romainville, ils ont quand même 2 étages qui sont non productifs, ils ont tout essayé dedans, quoi. Il n'y a pas assez de lumière. Et juste pour faire le lien par rapport aux autres, au périurbain, le maraîchage, c'est aussi là toute la question. C'est pour ça que je recense dès que je vois passer une fiche de poste ou un truc de maraîchage qui se pose la question de l'eau à Apt ou ailleurs, je note parce que je me dis que, ben voilà, en fait, c'est ce lien aussi de qu'est-ce qu'on peut sortir du périurbain ou du rural qui question, on a essayé de poser la question
sur le plateau de Saclay, moi j'avais posé la question il y a 1 an ou 2 sur la question de l'eau. Il m'avait dit: «Oh non, de toute façon, il y a trop, nous on n'a pas de problème d'eau». Peut-être à la limite les maraîchers parce qu'ils sont loin enfin il y a pas de problème, ils ont pas forcément le droit de faire des forages où il y a des problèmes d'irrigation. Et quand on demande aux maraîchers, au final, c'est pas ça qui les intéresse principalement en fait. Alors on a fait le point, il y a c'est Terre de Liens, c'est Terrecité. Et en fait, elle est en train de voir avec avec un groupe de maraîchers du plateau de Saclay qui sont intéressés par la recherche. Et en fait, la question de l'eau, elle ressort une seule fois sur les 7. Enfin, c'est pas leur piste de recherche qui les intéresse, quoi. Dans le projet, il y a cette dimension outil qui est relativement importante. D'outils Urbana, voilà, essayer d'outiller les acteurs. Et je me posais la question de savoir finalement quelles sont les questions que se posent les acteurs des collectivités locales, les porteurs de projets. Tu rentres par les outils, donc après, il faut aborder aussi la modélisation d'accompagnement, mais finalement, est-ce qu'il y a, pour revenir un peu à ces questions de spécificité, est-ce qu'il y a des questions spécifiques liées voilà, au parcours professionnel des porteurs de projets qui vont s'installer en agriculture urbaine, aux projets aussi d'urbanisation et de la place et des représentations de l'agriculture de ces collectivités locales. Est-ce que c'est des outils de dialogue entre, voilà, entre des métiers qui ne se connaissent pas, voilà. Comment tu déclines un peu soit les questions d'accompagnement, soit les types d'outils, comment tu vois les choses? Parce que là, tu étais centré sur outils d'évaluation, mais voilà, est-ce que ça... Je dirais que les collectivités, les bailleurs, ils sont un peu démunis sur en fait, c'est des domaines qu'ils connaissent pas, qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre en œuvre, et ils n'ont pas les compétences en interne. Alors de plus en plus, les conseillers généraux, les départements, ils essaient d'embaucher des gens sur la partie agriculture urbaine, périurbaine, système alimentaire, enfin bon, avec les plans alimentaires territoriaux, enfin ils commencent à internaliser les compétences. Mais le souci, c'est que justement, pour l'instant, il y a pas tant de compétences dans leur service, à part la mairie de Paris qui a donc son équipe agriculture urbaine de 4-5 personnes. Voilà, et je pense Nantes, c'est pareil, ils commencent maintenant à aussi avoir depuis quelques années des gens qui sont montés en compétences. Et donc il y a ce besoin d'accompagnement. Il y a c'est aussi cette attente d'avoir quelque chose d'un peu objectif pour leur dire, bon voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien dans telle ou telle circonstance. Ces dimensions-là. Du côté des acteurs, quand on avait discuté avec eux, en fait, la durabilité, enfin, si, ils aimeraient bien pouvoir chiffrer ce qu'ils apportent pour en échange pouvoir monnayer un espèce de retour de service rendu ou pouvoir communiquer là-dessus. On voit bien que ce soit cette dimension, qu'est-ce qu'on apporte en nutrition, qu'est-ce qu'on apporte en social, ou un peu comme ce qu'ils aimeraient bien aussi, parfois c'est une checklist. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la majorité des agriculteurs urbains, ils ne sont pas issus du tout d'une formation agricole, en fait, même au sens très large. Il y en a beaucoup qui sont bon, un master 2 en finance, en informatique. Alors ceux-là, du coup, ils sont prêts à programmer des trucs pour tout mesurer et tout ça. Mais voilà, donc on a quand même et à côté de ça, on a certains, moi j'ai quand même été choquée par mon voisin qui a décidé de suivre la formation avant que ce soit un BTS à l'école du Breuil, qui m'avait dit, mais de toute façon, je vois pas pourquoi il faudrait une capacité pour exploiter. L'agriculture, c'est facile, il suffit de semer une graine, attendre que ça pousse. Là, je vous laisse avec ceci. Voilà, donc il est toujours, il continue à être agriculteur, mais il n'a pas sa propre ferme, il travaille pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça plus sûr, moi. Mais voilà, donc du coup, donc il y a un besoin, en fait, je pense que déjà, il y a un besoin de formation, clairement, partout, c'est sûr. C'est à la fois une formation pour les porteurs de projets et une formation aussi pour les autres acteurs pour savoir comment prendre en compte. Parce que de plus en plus, c'est même une exigence. C'est-à-dire, quand les aménageurs ils font des nouveaux bâtiments ou de nouvelles choses, on leur demande toujours d'avoir du verre. Donc, tant qu'à faire avoir du verre, ils aimeraient bien avoir un truc, soit que ce soit un jardin social productif pour leurs employés, soit qu'ils puissent vendre. Et puis ça fait, enfin, et entre guillemets, ça fait monter les prix. C'est bien d'avoir du verre sur son outil. Donc, voilà, je pense que c'est ça. C'est vraiment, pour le coup, c'est accompagner une montée en compétences des différents acteurs.
suis en dernière Tu peux question poser ou une pas? dernière question, oui. Ouais, voilà. Agnès, je suis sûr qu'elle va répondre rapidement. Une dernière question, c'était un peu un retour d'expérience autour de l'environnement de Panda. Voilà, comment, tu en as un petit peu parlé dans le document, mais il y a des encadrements de tests qui vont arriver là, voilà, prochainement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire? En fait, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu une excellente thésarde. Voilà, donc c'était un plaisir, c'était quelqu'un d'organisé, donc je sais pas. Et puis, j'ai eu l'accompagnement, j'ai eu un mentorat, Jean-Marc qui faisait le directeur de thèse. Voilà, c'était conçu vraiment, voilà, l'encadrement de thèse de Panda, c'était conçu aussi pour m'aider à apprendre. Moi, j'ai pris plein de notes sur quand est-ce qu'il faut laisser, quand est-ce qu'il faut absolument ouvrir, quand est-ce qu'il faut commencer à démarrer en disant oula, peut-être qu'il faudrait commencer à avoir un plan de marche. Donc, voilà, donc c'était l'accumulation d'expérience. Et puis, voilà, je me suis fait mes petites fiches avec la chance d'avoir justement un encadrement de thèse, encadrement de thèse qui s'est passé de façon heureuse. Je croise les doigts pour les suivants. Merci beaucoup, Chantal. Je passe la parole à Marie, pardon. Oui, oui. Bonjour Agnès. Merci beaucoup pour ta présentation. Je te remercie de m'avoir invitée dans ton jury. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'était court. Moi aussi, j'avais fait une HDR courte en agronomie. Ton oral était très éclairant. Enfin, je répète un peu tout ce que tout le monde a dit, mais parfois, il faut répéter les choses. Enfin, tu seras d'accord avec moi en tant qu'enseignante. Et j'ai bien vu à l'oral tes qualités de transmission d'enseignante. On voit que tu été très à l'aise pour faire passer tes idées et pour faire l'enchaînement des idées aussi. J'aurais trois thèmes dont je voudrais te parler. Le premier, bon, Christophe en a parlé, je pouvais difficilement ne pas te parler d'évaluation. Ce sont des questions que je traite aussi également. Donc, en termes d'évaluation, tu as cité plusieurs démarches, plusieurs références. Et donc, une première question, ce serait, moi, tout ce que j'ai vu, enfin, c'est pas vraiment une question, mais je te proposerais quelque chose pour ton projet de recherche, de réfléchir à une conceptualisation de méthodes d'évaluation spécifiques à ton objet, l'agriculture urbaine. Alors, parce que, à mon avis, tu as déjà beaucoup de billes, tu as beaucoup de résultats et tu as répondu dans les questions auxquelles tu as répondu précédemment, des personnes qui t'ont interrogé. J'ai perçu aussi que tu avais cette maturité scientifique qui pourrait te faire valoriser cela. Et comme on l'a dit aussi plusieurs fois, tu es sur un... Donc maintenant, tu ne peux pas revenir sur le passé, mais plutôt parler de ton projet de recherche sur l'objet de l'agriculture urbaine et la question de l'eau. Un front de recherche qui est extrêmement important, qui est très stratégique, où il y a besoin de connaissances, aussi bien en sciences agronomiques, mais aussi pour les politiques publiques et l'avenir de nos sociétés. Hein. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais en fait, je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure sur le fait que ton HDR, elle est stratégique à plein de niveaux, aussi bien en sciences que pour les acteurs pour lesquels on travaille et avec qui on travaille. Et donc, voilà. Et ça permettrait aussi de te positionner où tu es déjà connu et reconnu par tes engagements dans les projets, tes responsabilités d'enseignement et tes articles. Mais ça permettrait aussi je sais pas, d'avoir cette reconnaissance qui te permettrait de choisir de construire tes partenariats maintenant avec des sujets et des gens avec qui ça te ferait plaisir de travailler. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est une proposition. Et voilà. Le deuxième aspect par rapport à ton projet de recherche, c'est que
Donc évidemment, l'eau, c'est super important, même si tu travailles sur... tu as parlé de Paris qui n'avait pas encore cette conscience ou cette problématique de gestion quantitative de l'eau, puisqu'il n'y a pas de problème de quantité pour l'instant, mais on peut émettre l'hypothèse que ça va arriver dans pas très longtemps. Et donc, tous les travaux que tu vas mettre en œuvre permettront d'avoir des connaissances sur ces sujets au moment où peut-être les acteurs en auront besoin et qu'il sera peut-être trop tard de travailler dessus. Et heureusement, tu auras travaillé dessus avant. Moi, j'aurais une idée, je ne sais pas si tu as regardé dans ton état de l'art, je ne sais pas comment formuler ça, mais la bioéconomie urbaine. Urbaine, j'ai regardé bioéconomie, Voilà. Justement, j'ai sorti des trucs là. Et ben justement, il y en a. Il y aurait aussi comment ce système d'agriculture urbaine s'intégrerait dans des systèmes bioéconomiques qui, pour l'instant, ont été essentiellement appréhendés du point de vue agricole, enfin, avec les territoires agricoles. Et là, et peut-être en tirant, j'ai pas du tout entendu parler de la gestion des déchets et des systèmes. Donc ça rejoint ce dont tu as parlé, ça pourrait reboucler avec la méthode d'évaluation de la durabilité de ces systèmes d'agriculture urbaine en faisant des systèmes économes et autonomes, aussi bien du point de vue de l'eau, mais peut-être aussi du point de vue de la circularité des déchets, des matières organiques, dans ton écrit, j'avais remarqué aussi, tu avais noté quelque chose sur le bouclage des cycles. Donc, c'était pas central, mais c'est peut-être quelque chose, pas forcément toi qui le fais, mais en ayant des collaborations, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai retenu, tu avais appréhendé un projet avec Food, Energy, Water. Ça m'a aussi pensé à ça, quoi. Donc, c'est le deuxième. Donc, ça pourrait être utilisé. Par exemple, j'avais aussi voulu essayer de proposer que ce soit utilisé dans la partie de tes recherches sur l'entomoponie, puisque justement, les insectes mangeraient des résidus de culture et donc on serait en circuit. Des résidus alimentaires. Voilà, ou des résidus alimentaires. Et on aurait voilà, un système qui serait autonome, un peu plus autonome. Et le troisième point sur lequel je voulais un peu discuter avec toi, c'était tes collaborations internationales. Alors là, je te félicite grandement parce que tu as des collaborations qui sont extrêmement ambitieuses. Enfin, tu es directement à l'échelle de la FAO, 2 pays, donc du continent américain ou des autres partenaires dont tu as parlé, les partenaires européens. Et pour moi, c'est aussi ton investissement est extrêmement important et je t'en félicite. Et tes réseaux sont très précieux aussi et très stratégiques pour l'avenir, à mon avis, aussi bien au niveau recherche, mais aussi pour appuyer des potentiels futures politiques publiques. Alors, je ne sais pas si c'est... c'est pas moi, c'est les collègues de politique publique qui s'en occupent dans les projets. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est une très bonne stratégie de collaboration. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas tout faire, mais en revanche, on voit que tu as un réseau qui peut, voilà, je vais le dire en anglais, mais qui peut peser dans le game, quoi. Enfin, et ça c'est aussi ce qu'on demande à la recherche. Donc, c'est d'avoir les impacts de nos recherches, quoi. Et ça, on le voit bien, et donc je t'en félicite. Voilà. Je ne sais pas si tu veux un peu parler des 3 points. Sur la partie oui, nos bioéconomies, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais justement la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, je me suis sorti un truc sur la bioéconomie en me disant, mais d'ailleurs, sans doute à cause de ton voisin, qui lui est sur les métabolismes un petit peu. Et donc, oui, toutes ces approches là-bas. En fait, il faut savoir qu'effectivement, on a quand même pas mal l'agriculture urbaine, elle est aussi pas mal bâtie sur la réutilisation des déchets de la ville. Mais ça, c'est plutôt sur la question, surtout sur les substrats qui se posent. Que ce soit à la fois des déchets alimentaires, matières organiques, et puis on a quand même des collègues qui travaillent sur la réutilisation aussi de déchets de construction.
Hein, les technosols, on a tout l'IRD à Bondy qui travaille dessus, on a des choses précises qui sont aussi sur ces thématiques-là. Donc il y a toute cette question-là. Sur l'eau, c'est ce qui est revendiqué beaucoup par l'hydroponie aussi, hein, c'est d'avoir des circuits fermés. L'aquaponie, un circuit fermé avec une diminution de la consommation d'eau. D'ailleurs, alors pour l'aquaponie, par contre, le problème de l'aquaponie, c'est intéressant, simplement en ville, à chaque fois que ça a été mis en place, pour l'instant, ils ont tous coulé en fait, hein. Dès qu'il y a plus de soutien public, ils coulent, hein. Le dernier à Bruxelles, ça y est, il ferme là. Ouais, 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 bah, ça coûte, cher, le seul que je connaisse qui marche et qui marche depuis une dizaine d'années, c'est, ECF à Berlin. Il est en banlieue de Berlin. Ils ont, une serre de production, une zone de production de poissons et ils vendent directement le poisson sur le marché et on parlait de réorientation. Typiquement, eux, moi, quand j'étais les visiter en 2016-17, c'est ça, ils produisaient plein de légumes, en fait, hein. Ils faisaient sur des pains de roche, ils faisaient de la tomate en été, ils avaient une serre chaude, une serre froide. Ils faisaient beaucoup de légumes. Depuis, 2-3 ans, ils sont orientés, ils ne font plus que du basilic, haute valeur ajoutée. On parlait de foncier foncier, le foncier, c'est vraiment ça. Il y a aussi enfin, un retour sur investissement, il faut payer les loyers, il faut payer les salariés, il faut que les salariés puissent se loger dans le ville, ça coûte plus cher. Donc en fait, le modèle économique, je pense que c'est ça aussi, quelque part, qui, on travaille, voilà, moi, je suis plutôt sur la technique, sur les méthodes de gestion, etc. Enfin, mais quelque part, le modèle économique, en fait, il est indispensable, en fait. Enfin, il faut réfléchir, ou alors à réfléchir à avoir des subventions, ou alors il faut financer l'agriculture urbaine pour les services qu'elle rend. D'où la question des services écosystémiques rendus. Et voilà, comment est-ce qu'on permet à l'agriculture de tenir? En tout cas, dans nos pays. Dans d'autres pays, il y a certainement d'autres thématiques qui se posent, mais en tout cas, en France, cette question-là, elle est indispensable. Ça rejoint le volet de la durabilité économique. Enfin, je vais. Oui, non, non. Ça marche, c'est bon. Dans ce cas-là, du coup, je vais aussi mettre le chronomètre. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, et puis merci Agnès pour tout ton travail. Je vais me contenter de dire ça, on reprendra ça après. Quelques questions, en effet, qui me travaillent quand je t'écoute. C'est tu fais de l'agriculture urbaine, tu as fait de l'agriculture, je ne vais pas l'appeler classique, mais j'aurais aimé que tu me parles de la perméabilité entre ces mondes. Parce que j'ai une véritable problématique, moi travaillant absolument en ville. Hein. J'aimerais que tu me dises finalement quel regard des deux côtés les populations d'acteurs portent les uns sur les autres, ce qui me pose de gros problèmes. Et notamment du côté du monde agricole, qui a un regard désagréable. Et qui change. Parce qu'au démarrage, au démarrage, quand même, l'agriculture rurale, elle se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce petit machin là Ils nous disent, bah oui, ils sont gentils, mais enfin bon, c'est pas eux qui vont produire, c'est pas eux qui vont nourrir. Ils nous apprennent des leçons, ils sont là depuis moins de 6 mois, ils veulent nous apprendre la vie. Ils vont nous apprendre comment il faut faire bien parce que eux, ils savent tout. Alors qu'en plus, c'est des gens finalement non issus du milieu agricole, etc. Et bon, il y en a quand même une partie qui se casse la gueule. Donc c'est vrai qu'il y avait ce regard. Après, ce qui se joue peut-être aussi, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs urbains, ils se revendiquent pas comme nourrissants, mais ils se revendiquent comme étant une passerelle entre le monde rural et les urbains. Toute cette dimension, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je soutiens d'ailleurs, c'est toute cette dimension pédagogique, cette dimension en fait, voilà, sociale sur expliquer aux urbains qui savent plus comment pousse un petit pois, ni ce que c'est enfin, que voilà. Je vous passerai les remarques des jeunes qui étaient voir des BTS et qui étaient étonnés que ce ne soit pas des briques de lait qui sortent de la vache, quoi, mais on est quasiment à ça. Donc du coup, il y a toute cette dimension-là. Et puis il y a le fait aujourd'hui aussi, moi ce que j'ai entendu dire, alors par un petit agriculteur périurbain de Galie, n'est-ce pas, la toute petite ferme hein, à côté de Grignon, que lui, ce qu'il espérait aussi, c'est que l'agriculture urbaine, c'était un vivier pour former des gens. Et on en voit, en fait, on avait ce projet-là avec la FOP d'essayer de rédiger quelque chose. On voit des gens qui se forment en agriculture intra-urbaine, qui s'installent parfois après en périurbain ou en rural complet. Donc en fait, c'est des espèces de petits viviers de former des gens, de leur dire, bon voilà, vous testez, voilà, ça vous plaît pas, et ensuite ils s'installent. Il y a tout l'accompagnement, justement, tu parlais de Terre de Liens, le pôle Aviosol sur la partie Île-de-France, qui est là pour accompagner ces projets à s'installer. Je m'autorise à te couper pour dire, est-ce que c'est un objet de recherche possible que de dire dans tes inclusions d'acteurs, de se dire qu'il y a une nécessité de fluidification ou de
rapport. Est-ce qu'aujourd'hui, sur tes projets à Montreuil, sur tes projets à Paris, il y a le monde agricole, alors, je dis bien le monde agricole, Non, à part Gali, il n'y a personne qui soit à cheval sur les deux. Donc, c'est le seul que je connaisse qui soit à cheval sur les deux mondes. Mais effectivement, on avait le projet, mais c'est toujours pareil. Enfin, tu as des tas de projets, il y a des tas de trucs que tu trouverais super intéressants. Et puis après, bah, il faut, voilà, il faut trouver le temps d'encadrer, il faut trouver le financement. Voilà. Mais oui, oui, on s'était dit que rien qu'avec les quelques parcours qu'on connaissait, enfin, on en a même de l'UMR qui sont partis. Hein. Johan est parti s'installer. On a Simon Ronseret qui avait fait son stage, bah, il est installé maintenant dans le sud de Paris. Donc on en a pas mal de gens qui ont fait l'agriculture urbaine et puis qui après sont partis s'installer. dans une même dynamique un peu, enfin, l'agriculture a volé un élément, un aspect pas à l'agriculture urbaine, mais à l'urbain, c'est le métabolisme, puisqu'en fait, le métabolisme urbain, il a démarré en ville, il est parti à la campagne et maintenant, il revient. Et j'aimerais en effet dire que je suis très intéressé à dire, tu as fait de la modélisation, tu as regardé, etc. Est-ce qu'on est bien dans une logique de métabolisme urbain efficient ou efficace, ou je ne sais pas comment on peut dire, vers où on va, euh, même si je suis tout à fait d'accord que, bah, tu le dis toi-même, il y a du travail caché, Ah il y a oui, de oui, la ressource clairement. cachée. Oui. Est-ce qu'on gagne pas un grand intérêt positif, hein, attention, on est dans une logique de positivité, hein, justement à montrer ces coûts cachés, à montrer ces flux cachés, à montrer ces ressources pas bien comptées, donc en utilisant des outils du métabolisme urbain, pour justement mettre en avant ce que tu dis, toutes ces dimensions hautes, toutes ces fonctions autres de l'agriculture urbaine, parce que pour moi, je pense beaucoup à cet aspect de transfert dont tu parles, cet aspect Pédagogie sociale, pédagogie clairement. sociale, et de le dire et pas de le Mais poser à la surface. c'est ce qu'on a essayé de défendre. Alors, on a eu, j'ai eu la chance d'être co-auteur d'un article sur ce projet Fiometer. Où ils ont utilisé les données qu'on avait récupérées pour modéliser, enfin analyser, pardon, pour analyser l'impact, faire l'ACV finalement de tous les 73 sites qu'on avait suivis. Sorti en comparant agriculture, ça comparé, alors pour nous c'était Agribalise, hein, et puis pour les autres pays, ils ont pris d'autres bases de données d'ACV pour comparer l'agriculture classique en rural avec l'agriculture urbaine. Le titre était juste comparaison de l'agriculture urbaine et rurale, un titre hyper neutre, paru dans Nature Cities. Et alors tout d'un coup, tout le monde s'est emballé parce que ce qu'on montrait, c'est que justement la CV de l'agriculture urbaine, enfin, n'était pas, c'était pas de. En fait, l'agriculture urbaine n'est pas par nature bonne. Il faut qu'elle soit conçue pour. Et en fait, il faut qu'elle soit conçue pour rendre des services afin qu'elle les rende. Donc effectivement, comme tu dis, c'est important de faire ces analyses pour montrer que si on ne le fait pas, bah, ça ne va pas arriver par miracle en fait. Et que donc, si on veut concevoir et si on veut défendre l'agriculture urbaine, il faut défendre qu'elle a à la fois des bienfaits et qu'en même temps, quelque part, bah, elle a des contraintes et que donc, il faut réfléchir à l'élever et il faut les mesurer pour savoir où elles sont. Si on ne les mesure pas, on ne sait pas quels sont les trucs sur lesquels il faut travailler pour améliorer. Ou en faire le constat et dire que c'est pas ça l'objet. Voilà, c'est pas ça l'objet et que c'est pas grave et que de toute façon, vu la taille aujourd'hui des fermes urbaines, c'est pas elles qui vont participer maximum à l'émission de gaz à effet de serre de l'agriculture française. C'est pas tout est une question d'échelle. Et dans cette même logique, alors c'est pas une logique agressive, hein, mais dans le pool des disciplines autour de l'agriculture urbaine aujourd'hui, quel équilibre vois-tu dans le dialogue entre les sciences biotechniques et les sciences humaines et sociales? Alors, c'est assez. Avec des postures hein, derrière. Ouais. Je dirais que, en fait, déjà, l'agronomie, elle n'est pas majoritaire dans ces questions-là, clairement. Clairement, les sciences sociales, elles sont vraiment dedans. Il n'y a pas de problème. La sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques. Il y a toute la partie environnementale, toutes les sciences environnementales qui vont être sur les mesures de biodiversité, par exemple, très clairement. Il y a alors, je ne sais pas comment on range ça, en fait, hein. Toute la dimension ACV, visiblement, l'ACV, c'est aussi un truc. Il y a beaucoup d'équipes européennes et américaines qui sont sur cette question de l'ACV. Et alors là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ACV, en fait, c'est pareil, c'est très localisé. C'est un objet en particulier. En fait, une ACV, on l'a fait sur une ferme. On pourrait peut-être la faire sur un type de ferme, mais il faudrait rajouter une modélisation dedans. Voilà. Et donc les autres approches, elles sont
elles sont trop minoritaires. Moi, j'ai eu à chaque fois énormément de mal à pousser une approche de la durabilité autre que la CV dans les projets européens. À chaque fois, je fais ça un petit peu, on a la chance d'avoir des sous qui sont à usage libre, entre guillemets, je fais tous mes trucs sur les usages libres, parce que le reste de l'argent, en fait, dans les progrès, quand on vend quelque chose au projet européen, on vend de la CV. La Enfin, CV, ça fait pas, ça vend du rêve. c'est un outil normé qui vient C'est d'industrie. c'est Ça ça. n'a pas d'intérêt dans notre projet. Mais pourtant, c'est énormément utilisé et les équipes italiennes, les espagnols, les américains, ils sont à fond dessus. Parce que ça donne des chiffres, mais après, qu'est-ce qu'on en dit, quoi? Enfin, bon, ça, Mais ça, ça, c'est alors ça, c'est un autre point qui, pour moi, est hyper important sur l'évaluation de la durabilité et qu'on a beaucoup discuté, dans le cadre de la thèse de Paola, c'est que c'est bien d'avoir des indicateurs, mais après, où sont les seuils? Moi, pour l'instant, je ne m'avancerai pas à dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Est-ce qu'il y a une consommation d'eau qui est bien? Est-ce qu'il faut faire 10 ateliers par an pour que ce soit un effet pédagogique? Est-ce que c'est 5? Puis d'abord, ça dépend du contexte, hein. Et donc, à un moment ou à un autre, on va quand même être confronté à cette question-là. C'est que pour l'instant, on a hop, 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 en tout cas, moi, j'ai évité toutes les demandes. Mais si jamais, quand Urbana va être informatisé et que les gens ils font leur grille d'indicateurs, pour l'instant, c'est des indicateurs majoritairement qualitatifs. À partir du moment où il y aura du quantitatif et qu'il faudra dire à quelle valeur c'est bien, quelle valeur c'est pas bien, moi, je me sens pas à l'aise et je me sens pas légitime pour aller dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais à un moment, on va nous poser la question. Je suppose que c'est pareil pour toi, enfin, le truc. Et une toute dernière question, enfin, je peux la poser, mais Christophe a tout à l'heure dit que c'est une question balai, hein, que c'était un passage par les services écosystémiques, etc., ton regard. oui. Et qu'est-ce qu'il faut? Et là, tu avais pas, peut-être, je voudrais Non, oui, c'est comprendre, ça, je l'ai oublié celle-là. voilà, je voudrais que tu dises ce que tu réponds à ces questions-là, parce qu'elle m'avait Ouais, alors en plus, un piège, hein. ce qui est vache, non, mais ce qui est vache, c'est qu'en fait, l'approche par service écosystémique, elle m'a été utile. En fait, soyons honnêtes, l'HDR, pour moi, ça a été aussi le moment de faire le point, de tout mettre à plat et de se dire bon, ok, où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Et les remarques des rapporteurs, ça m'a servi à préparer l'oral parce que tout d'un coup, ça m'a permis aussi, la discussion avec les collègues de l'UMR aussi m'ont permis de problématiser, de voir les choses. Et très clairement, c'est en essayant d'écrire que je me suis rendu compte que ça rentrait bien avec cette approche-là. Mais je l'avais pas formalisé avant, en fait. Jusque-là, j'avais pris un peu l'approche plutôt vraiment la méthode Lérez et al. Enfin, donc c'est la problématisation, la méthode qui était utilisée par exemple pour IDEA ou pour d'autres outils. J'étais vraiment dans cette approche-là, donc définir un peu l'objectif, ensuite l'explication de l'objectif de durabilité, derrière on décline un peu les critères, les indicateurs, etc. Le travail de Paola, ça m'a ouvert un peu une façon différente de faire. Et c'est vrai qu'au moment de tout mettre à plat, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, cette question-là était pas mal. Et je pense qu'elle est aussi importante parce que ça permet aux acteurs d'échanger sur des points qui leur parlent. Parce que quand on leur parle, c'est durable, environnemental, social ou économique, ça veut rien dire pour eux, en fait. Si on leur donne un chiffre, à la limite, bon, les chiffres, ils aiment bien, ça, voilà. Ils vont dire, on leur dit c'est un bon chiffre, c'est pas un bon chiffre. Donc, voilà. Mais sinon, par contre, parler de ça, des services que ça rend à la ville, ça leur parle, en fait. Et les acteurs, c'est pareil, c'est des termes qu'ils veulent pouvoir utiliser. Donc, je pense que c'est parce que cette approche-là est intéressante, parce que c'est, justement, pour répondre à Chantal, c'est peut-être un type d'objet sur lesquels les acteurs peuvent discuter dans un demande. Donc, c'est en ça que c'est utile, hein, je pense. Après, sinon, pourquoi une approche plutôt qu'une autre? On donne des marges de manœuvre et du recul. C'est une trajectoire, en fait, c'est une trajectoire, c'est dans une trajectoire. Merci beaucoup.